Alors bonsoir tout le monde et bienvenue à isq.media. Ce soir, en émission un peu spéciale, on va parler de course. Christian a eu la chance de rencontrer Raphaël Lessard, un jeune pilote de Beauce. Puis vous avez fait un zoom là, après sa course à Bristol, là, de ta troisième place. Oui, quelques jours après sa troisième place à Bristol, il y a une semaine et demie, 2 semaines. Okay. J'ai eu l'occasion de jaser avec lui pendant une vingtaine de minutes, vraiment intéressant. J'ai voulu lui parler évidemment de sa course à Bristol, mais aussi de sa vie aux États-Unis en tant que pilote NASCAR, ses aspirations, quel a été le point tournant de sa carrière, où il se voit plus tard. Ça a été une discussion intéressante. Bien, on va écouter ça, le petit bout où tu parles avec lui de la course à Bristol. Tout à fait. Ça a été une course assez spéciale. Disons que la température n'était pas de notre côté le samedi et dimanche. On a couru lundi. Les qualifications étaient cancellées. À cause qu'on avait eu un bris la dernière course, on avait fini très, très loin dans le peloton. Puis on a parti 29e à Bristol à cause de ça. Mais regarde, je savais que j'avais des bons pilotes autour de moi qui allaient être très bons dans le trafic, comme Chase Briscoe, Kyle Larson. Fait que je me suis dit, c'est des gars qui ont toujours couru sur la terre et sont rendus maintenant en Cup Series. Ils ont beaucoup plus d'expérience que moi et ils vont être excellents dans le trafic pour se faufiler. Fait que je les ai suivis un bon bout. Chase Briscoe, je l'ai suivi jusque dans le top 10. Après ça, là, je l'ai dépassé. Puis là, je me suis dit, garde, j'ai une bonne Chevrolet Silverado, elle est très rapide. Faut juste que je m'adapte. C'était ma première course sur la terre. J'avais déjà pratiqué plusieurs fois, puis je savais que la piste allait changer énormément. Fait que j'ai dit, bon, faut que je m'adapte le mieux possible au changement de la piste, à changer ma ligne de course s'il faut. Puis c'était pas facile. Quand on est arrivé dans le top 10, surtout, les gars étaient très, très rapides. Ils faisaient pas d'erreur. Fait qu'il fallait que j'en profite surtout dans les relances pour essayer de gagner le plus de positions possible parce que c'est pas mal là que les opportunités étaient. C'était très intéressant. Hein? On voit qu'il y a eu du plaisir à Bristol. Lui, il a fait plein de nouveaux trucs. Mais tu as aussi parlé, je pense, de son changement d'écurie. Il y a eu des changements là, dans sa vie. Écoute, à la saison 2020, il était il pilotait une camionnette Toyota de l'écurie Kyle Busch Motorsports. Ouais. Cette année, il pilote une Chevrolet Silverado avec l'écurie GMS Racing. Alors, je lui ai demandé quelles étaient les différences entre les deux écuries. On regarde ça. Je dirais que c'est tout ce qui entoure l'équipe. Comme moi, un pilote qui n'avait pas énormément d'expérience l'année passée, je trouvais que côté entourage de pilote, oui, Toyota fournissait un gym, on pouvait aller s'entraîner, j'étais en une excellente forme physique, mais j'avais rien vraiment pour m'aider à améliorer mon pilotage. Mais là, je trouve que qu'est-ce que j'adore ici avec GMS, c'est le support autour de ça. Chevrolet ont mis beaucoup de temps et d'investissement dans leur programme de développement de pilote avec Josh Wise, qui est un ancien pilote qui s'occupe présentement de moi et plusieurs pilotes de Chevrolet, que ce soit en Cup Series. Il s'occupe de Kyle Larson, Alex Bowman, Tyler Reddick, les pilotes de GMS, Noah Gragson en Xfinity, Ross Chastain en Cup. Puis il s'occupe de moi présentement. Il s'occupe de mon entraînement, de tout ce qui est mental, de préparation avant, après course, et aussi de m'aider à améliorer mon pilotage, à m'adapter à des situations. On va faire du karting. Avant la course sur la terre, ma première course sur la terre, on a été passé 2 jours avec des micro-sprints qu'ils appellent, c'est des petits sprint cars sur la terre. Puis juste avoir le feeling sur la terre, tu es toujours en angle dans le virage, toujours en drift, comme on dit, là. Fait que tout ça, ça m'a aidé. J'adore ça cette année, d'avoir l'opportunité d'avoir tout ça autour de moi. Comme exemple, Las Vegas, c'était notre première piste d'1,5 mille cette année. On a eu un petit peu plus de misère avec la camionnette, ça marchait pas, on avait beaucoup de misère avec le derrière. Puis quand on est retourné à Atlanta l'autre semaine, il avait fait des gros changements. Puis on l'avait vu tout de suite, on a été parti de très loin, on avait remonté 11e, puis là on a eu un bris, mais on était très rapide, on faisait des très bons temps. Puis je pense qu'on peut continuer encore à améliorer de plus en plus à chaque course. Alors, on comprend bien avec cette entrevue-là qu'il préfère l'écurie de cette année à l'écurie de l'année passée. On dirait bien, effectivement. Puis tu as aussi parlé un peu de sa vie là, aux États-Unis, là, parce que c'est autre chose là, que la Beauce.
Tout à fait. Écoute, c'est un pilote NASCAR. Donc, l'environnement NASCAR se passe en Caroline du Nord surtout. Je voulais savoir comment il s'entraînait, est-ce qu'il utilise des simulateurs, je voulais savoir où il demeurait, comment ça se passait sa vie là-bas. Y a-tu des chums? Bien, exactement. Puis, en NASCAR, c'est très compétitif. Est-ce qu'on peut se faire des amis en NASCAR? On écoute la réponse. Simulateur de Chevrolet. Chevrolet ont un simulateur que les équipes de la Cup Series de Chevrolet peuvent utiliser, que les équipes Xfinity, la Truck Series peuvent utiliser aussi. Fait que ça, j'y vais une fois par semaine. OK. Mais j'ai aussi un simulateur à la maison là, sur le jeu iRacing, un jeu de simulation. C'est le meilleur jeu de course qui existe, le plus réel. Ouais. Fait on est plusieurs pilotes qui jouent à ce jeu-là. Des fois, on se ramasse une gang le soir, puis on va jouer un contre l'autre, puis on se pratique. Puis, c'est surtout qu'on fait souvent sur iRacing, on va faire différents styles de voitures, de la terre, de l'asphalte, un peu de tout pour juste être capable de s'adapter à différentes choses puis pratiquer l'adaptation. C'est ça que ça l'aide énormément. Ou des fois, on va aller faire des pistes qu'on va courir la même semaine. Dans le fond, moi, je suis situé à Mooresville, en Caroline du Nord, pas loin de Charlotte. Dans le fond, toutes les équipes sont pas mal... c'est pas mal le monde du NASCAR ici. Là, sont comme Kyle Busch Motorsport l'année passée est à Mooresville directement. GMS est à Statesville, comme à 30 minutes de où que je suis. Fait que on est c'est tout proche des équipes. Puis c'est le fun. Toutes mes préparations sont toutes dans le coin. C'est sûr que je commence à connaître de plus en plus de monde, mais des vrais amis, c'est dur. C'est sûr que je m'entends mieux avec du monde, comme, mettons, mes coéquipiers. C'est sûr que je m'entraîne, ils sont dans le même programme que moi, fait qu'on s'entraîne toujours ensemble. Je m'entends très bien avec mes coéquipiers, comme Sheldon Creed, le champion de l'année passée. On s'entend bien ensemble, puis je peux le considérer comme un ami maintenant. Mais c'est sûr qu'on ne veut pas nuire à un coéquipier. Si on voit qu'un coéquipier est beaucoup plus vite, on ne nuira pas à le bloquer 5 tours puis à rendre la vie rendre la vie plus dure pour me dépasser. Je vais dire, tiens, je vais dire, hey, vas-y, t'es plus vite. Moi, je vais rentrer en arrière de. Alors, de ce que je comprends de l'entrevue, se faire des amis, c'est un peu compliqué. Il y a des copains de travail avec lui. On peut dire ça de même. Là. Tout à fait. Puis, tu y as parlé de quoi après? Ben écoute, moi, j'ai suivi un petit peu sa carrière dans les dernières années. Puis 2019 a vraiment été une année charnière, je pense, dans sa carrière. Ouais. Donc, c'est un peu ce dont je lui ai parlé. Ça fait que, on écoute ce qu'il a à dire sur l'année 2019. Je dirais que cette année-là, je ne savais même pas si j'allais courir. Je prenais toutes les opportunités qui pouvaient arriver. Disons que cette année-là, on travaillait très fort pour aller chercher le budget nécessaire pour pouvoir courir. Puis, j'avais eu la chance de courir à 5 fois en camionnette. Après ça, j'avais eu la chance d'avoir des opportunités de courir 3 courses en ARCA. Après ça, j'avais couru au Québec en late modèle 2 fois en Penties. Ma première course, une victoire. Ça avait été vraiment un beau souvenir. Mais c'était une année de... Je fais le plus que je suis capable de faire avec ce qu'on a. Ouais. Ça avait été beaucoup d'apprentissage. Une bonne année pour ça. Mais c'est toujours la course automobile, on essaie toujours de chercher des nouveaux partenaires pour nous aider. Il y en a qui sont chanceux et qui ont un gros partenaire qui paye pour toute la saison. Puis ça, j'aimerais vraiment savoir ça. Là, ça nous aiderait beaucoup, mais gardons. On travaille fort encore pour chercher tous les partenaires pour le restant de la saison cette année. Mais j'espère qu'un bon résultat comme ça va en exciter plusieurs et nous aider à aller chercher des nouveaux partenaires. C'est dans les millions de dollars. On travaille fort. J'ai encore Canac qui est avec moi cette année, catégorie Richelieu, FRL Express, le groupe d'investisseurs qui est derrière moi depuis le début. Puis on travaille fort, toute mon équipe derrière moi travaille fort pour aller en chercher d'autres. Disons que c'est un sport qui est dispendieux, mais c'est sûr que c'est pas comme moi quand je joue au hockey puis j'allais m'acheter un bâton de hockey. C'est pas la même chose. C'est des voitures, fait que déjà là, le prix est plus élevé, ça c'est sûr.
Ouais, c'est là qu'on réalise que ça coûte, c'est des gros budgets, ça coûte beaucoup de sous être en NASCAR. Là. Ouais. D'ailleurs, l'équipe de Raphaël Lessard est toujours à la recherche de nouveaux commanditaires pour lui permettre de poursuivre sa saison et sa carrière en NASCAR. OK. Tu as posé une drôle de question. Ben oui, écoute, un jeune de 19 ans qui a toujours été très occupé dans les dernières années à piloter des voitures de course, je lui ai demandé s'il avait eu le temps de suivre son cours et obtenir son permis de conduire. Alors, ben, on regarde sa réponse, c'est assez spécial. L'histoire, c'est qu'il a fallu que j'attende un mois de plus parce que j'ai pas réussi mon examen pratique. J'ai eu une erreur de trop, puis j'avais mal compris la question. Fait que j'ai coulé pas la pratique, L'examen théorique. l'examen théorique. La pratique, j'ai eu presque 100%, J'imagine, oui. mais la théorique, là, tabarouette. Ça avait été un mois qui était long. Ouais, c'est là qu'on voit que bon, la pratique, ça a bien été, mais la théorie, c'est pas toujours facile. Hein? Un petit peu moins. Surtout venant d'un pilote qui course à des 200 km/h, puis là, tu arrives à ta théorie, puis ça passe pas. C'est comme ça. Et pour terminer l'entrevue, ben, j'ai voulu savoir vers quoi il s'en allait pour le reste de sa carrière et aussi pour ses perspectives pour le reste de la saison en NASCAR. Alors, on l'écoute. En 5 ans, c'est sûr que j'aimerais ça être dans la Cup Series. Ça. Quand que je cours, c'est pour m'en aller dans cette direction-là. Puis tout ce que je fais en ce moment, c'est pour être le meilleur possible pour un jour être là. Mais regarde, on travaille fort puis on reste positif. C'est les playoffs, là, l'objectif. C'est rien de moins que les playoffs. On veut faire les playoffs, se battre pour un championnat à la fin de la saison. Ça n'a pas été les courses qu'on aurait voulu en début de saison. Ouais. Là, ça n'a pas été facile pour le moral. Là. On restait positif. Puis là, ça fait du bien un bon résultat comme ça. Puis on va continuer dans cette direction-là. On n'est pas loin au championnat. On est 14e. Si on regarde 14e avec les résultats qu'on a eus, je trouve ça pas si mal. Hey, juste dans son regard, son parler, on voit que Raphaël, c'est un passionné. Là. Comme on dirait, comme disaient les anciens camionneurs avec qui que je travaillais, c'est un mangeur d'asphalte. Tout à fait. J'ai passé entre 20 et 25 minutes avec lui en entrevue. Ça transperce l'écran. Sa passion transperce l'écran. C'est sûr. Mais c'est le fun de voir un jeune passionné comme ça de son sport. Puis c'est quand même un beau ambassadeur. Tu sais, je veux dire, c'est le fun pour ceux qui sont en arrière de lui, qui poussent de voir que oui, j'ai 19 ans, oui, je viens de la Beauce, puis oui, je peux aller courir aux États-Unis puis avoir du succès aussi. C'est le fun. Écoute, on parle-tu un peu de F1? Ben oui, la saison est débutée. Ouais. Donc, il y a 2 semaines, il y a eu le premier Grand Prix. Le deuxième Grand Prix s'en vient dans quelques jours. Mais je peux te parler des résultats de la première course. Ben oui. Spectaculaire début de saison. Vraiment spectaculaire. On s'attendait, après les essais hivernaux, que Red Bull soit une écurie en très forte croissance. À battre. Là. Oui, ou qui pourrait au moins concurrencer les Mercedes qui dominent la F1 depuis 7 ans. C'est ce qu'on a eu à Bahreïn, c'est-à-dire que Verstappen est parti de la première place après les qualifications, a mené la course, a échangé la tête avec Hamilton et finalement ça s'est décidé dans les derniers tours avec une stratégie de pneus, ça a été vraiment intéressant. Et Hamilton finalement est ressorti victorieux, même s'il n'avait pas la meilleure voiture pour la première fois dans les 7 dernières années. Donc, ça a été vraiment le fun. Ça a été le fun aussi de voir que Ferrari est meilleur qu'ils étaient l'année passée. Ils ont changé de moteur. Le moteur l'année passée était anémique. Cette année, il s'est passé quelque chose. Je pense que toutes les écuries qui ont un moteur Ferrari vont être heureuses de la saison qui s'en vient. Évidemment, McLaren, qu'on attendait aussi dans les meilleurs. Lando Norris a terminé 4e, donc au pied du podium. Et ce qui est aussi ressorti de cette course-là, c'est vraiment que toutes les écuries de milieu de peloton sont vraiment très, très resserrées. Et il va y avoir une belle bataille, autant en tête que dans le reste du peloton. Ça va être le fun de les voir aller. Là. Ce ne sera pas juste la tête qui va être intéressante. Le milieu de peloton risque d'être trippant aussi à regarder. Déjà l'année dernière, c'était le cas, mais cette année, je pense qu'encore plus d'écuries vont être dans le même paquet au centre du peloton. Puis parle-moi donc un peu de Lance Stroll. Écoute, Lance Stroll, le pilote canadien, qui fait maintenant équipe avec Sébastien Vettel, qui
maintenant chez Aston Martin, le nouveau nom de l'écurie qui s'appelait Racing Point avant. Malheureusement, un début de saison difficile pour l'écurie parce que les règlements aérodynamiques ont un peu changé et ça fait que des équipes comme Mercedes et comme Aston Martin qui ont une voiture qui pique plus du nez que les autres. Okay. Les règlements aérodynamiques ayant changé pour l'appui arrière, ça fait que les équipes qui ont adopté cette stratégie-là d'une voiture qui pique plus du nez ont plus de difficultés cette année. Donc, Aston Martin est en difficulté. C'est pour ça que Mercedes a perdu du terrain face à Red Bull aussi, en partie. Parce qu'ils ont pris cette stratégie-là aussi. La F1 a changé, exactement. La F1 a changé ses règlements. Bien sûr, la F1 a probablement modifié ses règlements pour désavantager Mercedes, pour mettre un peu de piquant. C'est bien correct comme ça. Donc, Lance Stroll, début de saison correct. Il marque un point, 10e place. Voilà. Puis, parle-moi donc un peu de Nikita Mazepin. Écoute, tu l'as bien dit, Mazepin, c'est un pilote russe. On en avait parlé il y a quelques émissions. Je pense que ce n'est pas un pilote qui a d'affaires en F1, mais son père est riche et son père a presque acheté l'écurie Haas. L'écurie Haas déjà est en sérieuse difficulté cette année. La voiture est 2 secondes plus lente que les autres. 2 secondes en F1, c'est 2 secondes, c'est quelque chose. C'est beaucoup. Et le pilote Mazepin n'est pas très talentueux. Alors, il a spiné, donc il porte bien son nom. Il a fait des têtes à queue 2 fois en qualification. Et dès le 3e virage du premier tour de la course dimanche, il s'est enfoncé dans le mur. Ça n'a pas viré. Ça n'a pas tourné. Donc, ça ne se passe pas très, très bien pour Mazepin ni pour l'écurie Haas pour ce début de saison-là. Son coéquipier, c'est Mick Schumacher, le fils de Michael Schumacher. Lui n'a pas fait d'erreur en piste, mais doit quand même se battre avec une voiture très difficile. Qui n'est pas performante par rapport aux autres. Alors, le prochain Grand Prix, on va avoir plus d'informations sur le développement des écuries, voir un peu où se situe chacun des pilotes. Mais c'est dans quelques jours sur le circuit d'Imola, en Italie. Officiellement, c'est le Grand Prix d'Émilie-Romagne, parce qu'il y aura un autre Grand Prix d'Italie à Monza un peu plus tard cette saison. Bien, Christian, merci beaucoup de toutes ces belles informations, de l'entrevue avec Raphaël Lessard. C'était super intéressant. Alors, encore une super émission pour vous ce soir. Merci à Christian d'avoir collaboré encore pour cette émission. Si vous avez des projets, n'hésitez pas à communiquer avec nous, page Facebook, site web. Partagez nos émissions. C'est le fun de voir que vous partagez et qu'on est écouté par plein de monde. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine.